Bonjour, aujourd'hui j'accueille Frédéric Champollier, Procurement et Real Estate Director chez Doctolib, donc l'entreprise que tout le monde connaît maintenant parce que vous faites aussi des rendez-vous pour les vaccins. Et donc c'est un plaisir parce qu'on a travaillé un peu ensemble et parce que je l'aime bien. Je suis heureux d'avoir Frédéric devant la caméra aujourd'hui. Frédéric, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, te présenter et aussi parler de Doctolib? Tout d'abord, bonjour Franck, merci de me recevoir. Oui, on se connaît, on a eu l'occasion de travailler un petit peu ensemble dans le passé. En quelques mots, donc ça fait maintenant 2 ans que j'ai rejoint l'aventure Doctolib pour m'occuper du département achat et immobilier. Puisqu'il n'existait pas à l'époque chez Doctolib. Moi, je suis de formation un ingénieur télécom. Dans mon passé, j'ai fait de l'activité de consulting, puis un petit peu de direction de projet, pour rejoindre en fait une société qui faisait du trading en mode SaaS pendant une dizaine d'années, où j'ai occupé des fonctions de directeur d'infrastructure, de directeur de managed services, et à ce titre-là, en fait, je faisais beaucoup d'achats qui m'ont conduit à faire à la fois la direction achat et l'immobilier qui étaient très liés. Donc voilà un petit peu sur moi. Doctolib, oui, une aventure que j'ai rejoint il y a 2 ans. On est une société d'environ 1600-1700 collaborateurs aujourd'hui. On est présent dans 2 pays, en France et en Allemagne, avec une croissance assez importante, environ 500 personnes tous les ans qui nous rejoignent, et avec un métier que tu connais, qui est effectivement la réservation de rendez-vous en ligne pour les patients. Mais la vraie volonté de Doctolib, c'est d'améliorer le monde de la santé, et de 2 manières. C'est l'accès aux patients plus facile à la santé, et le deuxième, bien entendu, c'est aussi d'avoir une solution pour les médecins du cabinet du futur, on va dire. Voilà en quelques mots ce qu'on fait au quotidien. Donc les achats et l'immobilier ne participant effectivement pas directement dans le business, mais en très forte relation. Et quand on fait une croissance de 500 personnes par an, donc évidemment, les immobiliers, ça devient un vrai sujet. Maintenant, on vient de vivre une période un peu particulière. Comment était l'année 2020? Vous avez eu un énorme projet. Donc, j'aimerais bien qu'on aborde ce sujet-là. Tu partages un peu ton expérience, mais aussi comment vous avez géré donc le confinement ou les confinements et les périodes entre deux, comment ça se fait à travers donc 2 pays. Et je pense que vous avez quand même des gens un peu partout, même en France. Donc, il y a plein de questions là. Commençons de manière générale de l'année 2020. Qu'est-ce que tu retiens? Ouais, l'année 2020, comme tu dis, une année compliquée au niveau de l'immobilier. Pourquoi? Parce que avec les directives entre les sites qui ont dû fermer, et puis l'adaptation aux réouvertures. Aujourd'hui, le contexte est toujours le même. Tu le sais, dans les locaux, faut avoir de la distance, avoir très peu de monde, de préférence favoriser le télétravail, ce qui a été fait chez Doctolib. Donc, si on reprend un peu la chronologie de 2020, effectivement, en mars, on va dire une fermeture du site un peu inopinée, qui a dû être gérée très rapidement. Et puis, tu le sais, un bâtiment de 12 000 m², ça s'arrête pas en 1 minute. Faut continuer à le suivre. Une réouverture, on va dire début juin, où on a tous pensé qu'on allait remonter progressivement et être capable de revenir rapidement, pour finalement, sur la période septembre-octobre, être réobligé, alors peut-être pas de totalement fermer, mais quasiment, et pour en arriver aujourd'hui à une situation qui est un tout petit peu différente. On y reviendra. Et tout ça dans un contexte effectivement compliqué de croissance. Tu parlais effectivement qu'on avait eu un très gros projet. On a, comme tu le sais, en 2020, nous on a pris possession de nos nouveaux locaux au 1er janvier. On était
pendant toute l'année 2019 quasiment sur 3 sites. On avait 2 sites parisiens plus un site d'ailleurs d'Eskeo, puisqu'on a eu l'occasion un petit peu de travailler pour absorber notre croissance. Et l'idée effectivement, c'était de regrouper toutes les forces de Doctolib sur un seul site pour avoir, comme toutes les entreprises, une bonne cohésion entre les équipes. Donc, début 2020, arrivée dans les locaux, prise de possession des locaux, et puis mars, fermeture du site. Donc, difficile des périodes un petit peu compliquées à ce niveau-là, quoi. Si on revient sur le sujet donc, du déménagement, tu disais que vous étiez sur 3 sites, vous étiez moins nombreux, et donc vous avez, comment ça s'est déroulé, comment vous avez choisi le site où vous êtes, peut-être tu peux partager un peu où est-ce que vous êtes aujourd'hui, pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix, et qu'est-ce que ça a apporté, c'est quoi la vision sur cet actif? Alors, la première chose, c'est que le maître mot derrière ce mouvement, c'est quand même d'avoir les équipes ensemble. Doctolib ayant une forte croissance, forcément, on avait un premier site parisien, il y avait eu une acquisition de Docteur dans le passé, donc il y avait un site existant qui était à Sentier à Paris, donc déjà 2 sites. On avait un 3e site à Monceau, qui était l'immeuble en face d'où on était, rue de Monceau, pour pouvoir absorber bien entendu la croissance. On a travaillé avec Deskeo pendant quelques mois pour encore absorber la croissance, puisque quand on recrute 500 personnes par an, les locaux, le principe d'immobilier, c'est que c'est quand même assez peu flexible finalement par rapport à l'agilité d'une société comme Doctolib. Et donc, on a monté un projet finalement assez rapidement, puisque un cycle classique d'immobilier va durer entre 1 an et demi, 2 ans pour des surfaces de 12 000 m². Nous, on a démarré un projet quand je suis arrivé début janvier. On a signé un bail en mai et on a emménagé un 1er janvier. Donc finalement, quand dans cette période-là, tu considères qu'entre septembre et on va dire le 1er janvier, tu as déjà 4 mois de travaux, donc il faut que ton projet soit abouti. Finalement, on a travaillé entre mai et fin juillet pour produire un projet viable 6 mois plus tard. Donc c'était une contrainte assez forte dans le temps. Et comme je te disais, l'idée c'est d'avoir les gens dans le même bâtiment ensemble pour qu'ils puissent échanger au quotidien et avoir une meilleure interaction tous les jours entre toutes les équipes. Et ce bâtiment, donc ça fait combien de mètres carrés? Vous êtes combien quand vous arrivez? Alors aujourd'hui, le bâtiment, donc on est à Levallois. Pourquoi Levallois? Parce que on avait besoin d'une très grosse surface puisqu'on a plus de 12 000 m². Qui permet d'accueillir jusqu'à à peu près 1000 personnes sur site. Alors aujourd'hui, on est plutôt entre 900 et 950, même si on n'a jamais été fonctionnellement à plein régime du fait de la période, mais 12 000 m² à Levallois. Levallois, en fait, comme tu sais, touche Paris, on est à côté d'un métro, donc en fait, on a considéré que Levallois restait un site complètement parisien. Et on n'a pas vu d'impact à aller un tout petit peu plus loin ou au-delà du périph', comme certaines personnes pourraient le dire. Et l'avantage, en fait, c'est d'avoir été capable, dans un budget raisonnable, parce que le but, c'est que les assets chez Doctolib, c'est les Doctolibeurs, c'est les employés, c'est pas les bâtiments, mais c'est vraiment les gens, et c'est là-dessus qu'on investit. Ça nous a permis d'avoir une surface suffisamment grande pour avoir plus de monde et pouvoir absorber une partie de notre croissance. Donc voilà le choix un peu qui a été fait pour Levallois. Et donc tu as tenu des délais, selon ce que tu viens de dire, j'imagine. Et le projet, qu'est-ce qui vous a inspiré? Qu'est-ce que vous avez essayé de faire dans cet immeuble? 12 000 m², il y a beaucoup d'espace. Donc qu'est-ce que vous avez réalisé? Alors l'idée, on est parti sur un projet initialement où on a fait travailler plusieurs sociétés, on va dire en mode challenge pour qu'ils nous sortent
leur expression de ce qu'on leur avait expliqué dans nos attentes, c'est d'avoir un bâtiment qui puisse être dynamique, où on retrouve à minima les services, on va dire, basiques dont on avait besoin, de la restauration, du sport, un espace où on puisse avoir des meetings un peu plus importants qu'une petite réunion. Et donc, en fait, on est parti du principe que pour faire ça bien, on a mis en place un stirco de quelques personnes pour déjà drafter le projet et lui donner déjà une première vision. De cette première vision, on a intégré en fait des Doctolibers au travers d'ateliers sur plusieurs domaines, que ce soit sur le mobilier, sur l'agencement, sur la restauration, l'écologie, l'environnement. Et des premières idées qu'on avait dégagées, on leur a montré, et ils nous ont donné leur avis. Ils nous ont dit moi j'attendrais plus ça, par exemple sur la restauration, le fait d'avoir une restauration qui soit on va dire respectueuse de l'environnement, c'est-à-dire qu'on travaille par exemple avec Food Cherry sur un des étages, où on sait que les denrées alimentaires sont pas, on va pas les chercher à 500 km, mais on essaie de rester proche. On a mis en place un RIE, bien sûr, un restaurant d'entreprise, pour aussi absorber la capacité du site, et aussi, par exemple, des frigos connectés pour finalement répondre à une demande assez large en termes de timing dans la journée, c'est-à-dire que de 8h à 22h, finalement, on peut avoir accès à un frigo où il y a quelque chose à manger simplement pour les Doctolibers. Et quand vous avez fait cet aménagement, il n'y avait pas encore, on était encore dans la période un peu avant le télétravail forcé et la démocratisation, on va dire, du télétravail. Qu'est-ce que ça change aujourd'hui quand tu regardes l'immeuble? Qu'est-ce que tu dis, est-ce qu'il faut des adaptations? Est-ce que c'était déjà très bien et ça va marcher comme ça va rester comme ça? C'est quoi tes pensées par rapport au télétravail et ce nouveau phénomène? Alors, la première chose, c'est que le télétravail, on a la chance d'avoir une équipe people qui est vraiment au quotidien près des employés et qui a beaucoup d'initiatives. Le télétravail, on était en 2019, il y avait des initiatives qui avaient été prises et déjà des tests qui étaient faits sur le télétravail, mais effectivement, c'était pas une politique encore générale. La pandémie et ce qui s'est passé a forcément accéléré en fait la vision du télétravail pour une raison simple, c'est qu'on s'est aperçu en mars, comme tu sais, on a eu un pic au niveau de la téléconsultation. Aujourd'hui, il y a la vaccination. Donc, Doctolib a été capable de faire sûrement, finalement, presque plus que ce qu'on faisait en temps normal. Et le fait d'avoir été capable de le faire en remote a permis aussi d'accélérer le choix d'avancer dans le télétravail un peu plus. Aujourd'hui, on a une politique qui a été validée, donc tous les Doctolibers auront bientôt 2 jours de télétravail par semaine, et forcément ça a un impact sur les bureaux. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent on avait des espaces qui étaient en mode ouvert, certes, mais dédié, c'est-à-dire chacun avait son bureau. Et demain, si on est 2 jours chez soi et 3 jours au travail, forcément, avoir un bureau qui est, on va dire, vide, potentiellement, parce que les gens sont 20 à 40% du temps pas là, il y a une manière de réutiliser ça. Donc l'idée, c'est de continuer à avoir autant de bureaux tels qu'on a, c'est-à-dire en termes d'aménagement, mais de transformer la façon dont on l'utilise. Donc avoir un axe plus dynamique dans l'utilisation, c'est-à-dire être moins orienté sur j'ai mon bureau pour travailler, mais plutôt j'ai la possibilité d'avoir un bureau pour travailler, j'ai accès à des salles de réunion, j'ai accès à des salles one-to-one, des zones collaboratives, comme tu le vois là à l'écran. On a des zones un peu avec des canapés un peu informels, par exemple, c'est une des façons de travailler, des salles de réunion avec des zones dynamiques. On va accélérer un peu le changement où on avait une certaine vision du bureau.
la pandémie nous a montré qu'on était capable de travailler différemment aussi. Donc, on va le mettre à profit pour que finalement, lorsqu'on est au bureau, finalement, on travaille peut-être mieux et plus intelligemment. Si on travaille chez soi 2 jours et les jours où on vient, on va peut-être avoir un aspect plus collaboratif ou plus brainstorming, plus pour les rendez-vous, on va dire, où on est en one-to-one avec son manager. Peut-être que on ait finalement des espaces qui soient mieux adaptés finalement à une agilité, une flexibilité dans le travail. Donc, il y a un gros aspect de ça qui va être fait, alors qui a commencé aujourd'hui, mais qui va se continuer dans les prochaines semaines et les prochains mois. Et on peut dire donc l'immeuble va bien, peut-être la taille, au vu du fait qu'il y aura plus de télétravail, un peu moins présentiel, peut-être l'immeuble va être suffisant pour absorber plus de croissance, que même 12 000, ça fait plus, mais tu dis, ça fait beaucoup de mètres carrés, mais vous êtes déjà à 900, 950, donc on pourrait dire, bon, c'est peut-être trop petit, il faut chercher plus grand. Donc, ça permet peut-être aussi d'absorber une certaine croissance que vous ne pouvez pas. Tout à fait. L'idée, c'est que, on a une population très jeune, donc qui est aussi très sensible aux aspects écologiques et environnement, et continuer à prendre des bureaux, finalement, c'est quand même un petit peu antinomique avec le fait d'aller vers de l'environnement, puisque un bâtiment, ça consomme de l'énergie, on consomme beaucoup de fluides, que ce soit l'eau ou autre. Il y a la gestion des déchets. Donc, si on arrive à restreindre finalement le nombre de sites et notre surface, finalement, on va restreindre notre empreinte écologique. Donc, il y a un premier sens là-dessus. Le deuxième parti, c'est effectivement de dire que si on utilise mieux nos bureaux, on pourra peut-être aussi absorber un petit peu de croissance sur ces bureaux et faire en sorte finalement qu'il y ait plus de monde qui puisse travailler ensemble dans ce même bureau. Donc aujourd'hui, pour donner un exemple, on a des plateaux qui font 1700 à 1800 mètres carrés. Tu connais les ratios comme moi. On a une capacité de 140 personnes sur un plateau classique ou 150 personnes. Demain, on va garder cette capacité de 150 personnes, c'est-à-dire qu'on ne va pas diminuer ou augmenter le nombre de bureaux individuels, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va développer autour de nos bureaux des espaces qui vont être peut-être mieux utilisés. Pourquoi ? Parce que on a fait un projet il y a 1 an qui avait certes plein de sens, qui a été très bien fait, je pense, et on a eu une super collaboration des employés dans le projet. Mais une fois qu'on est dedans, on s'aperçoit qu'on peut toujours améliorer. Et le but, c'est de trouver comment améliorer mieux tous ces working cafés qu'on a, qui sont peut-être sous-utilisés aujourd'hui, parce que c'est des espaces qu'on utilise beaucoup pour le matin, le petit déjeuner, le midi pour manger. Puis entre 9h et midi, on va dire, ou entre 14h et 17h, ils sont moins utilisés. Et c'est peut-être l'occasion de pouvoir finalement absorber de la croissance en utilisant et en dynamisant ces espaces pour du travail. Et c'est souvent aussi des espaces de convivialité, donc qui peuvent. Donc, ils ont bien quand on va 3 jours au bureau et on veut voir ses collègues, il y a plus d'échanges, plus de collaborations qui sont possibles. Et donc, je trouve, en fait, ce que je trouve intéressant, c'est de dire, tu fais un projet aujourd'hui, et surtout aux détails aussi grands, donc 12 000 mètres carrés, c'est des projets qui prennent du temps et tu ne les fais pas d'un jour à l'autre. Et on voit avec la pandémie. Mais la pandémie, c'est un peu un prétexte pour, je pense, de manière générale, une société qui va de plus en plus vite. Et donc, l'immobilier doit s'adapter en quelque sorte. Et tu fais un projet aujourd'hui, tu le fais, peut-être tu as encore signé pour 12 ans ton bail, mais ton immeuble et ton aménagement, finalement, va changer dans le temps parce que l'organisation change, parce que le contexte change et parce que tu fais en sorte que le contexte de l'immobilier, de l'aménagement, etc., s'adapte à la nouvelle façon de travailler. Oui, exactement. Et là, tu le disais, parce que là, on parle du site de Levallois, on a d'autres sites, on va y venir. Mais l'idée, effectivement, c'est que au travers du site de Levallois, tout ce qu'on est en train de repenser aujourd'hui, c'est aussi finalement de créer de la flexibilité dans le temps. Pourquoi ? Parce qu'une équipe aujourd'hui, elle fait 20 personnes. Avec la croissance, demain, elle fera 30 personnes. Si tes locaux sont figés par rapport à un mode de travail ou par rapport à une activité, alors certes, il y a besoin de certains espaces qui garderont un petit peu de rigidité, c'est normal. Mais si tu arrives à faire en sorte que tu aies de la flexibilité
dans tes espaces, demain tu pourras très facilement réorganiser ceci et absorber ta croissance sans remettre en cause en fait les choix que tu fais. Donc ça c'est important. On a quand même une chose dans le bâtiment, c'est qu'on est très digital. Donc toutes nos salles sont équipées de visio par exemple. On a la capacité de retransmettre sur notre site. On a un amphithéâtre alors un amphithéâtre, on va dire une grande salle qui permet d'accueillir 150 personnes, où on est capable de diffuser dans tout le bâtiment finalement ce qui s'y passe, comme ça pour avoir un maximum de gens qui participent aux événements quand il y en a. Et donc du coup, si ton bâtiment est flexible, finalement tu peux évoluer plus facilement et en profiter, on va dire plus longtemps, sans avoir en permanence à faire de l'aménagement, si on prend le côté un petit peu real estate du bâtiment. Et la technologie, c'est important parce qu'aujourd'hui, en fait, on se rend compte aussi quand il y a du télétravail, donc ça veut dire aussi qu'il y a toujours des meetings en hybride. Et si on n'a pas la bonne technologie, en fait, ça ne marche pas. On perd énormément de temps. On exclut certaines personnes. Donc ça, c'est un choix que vous avez déjà fait, c'est assez récent, donc tout est équipé pour faire des réunions soit au bureau, soit à la maison, à l'externe, peut-être avec d'autres pays. Alors c'est un choix qui avait été fait initialement, de rendre les bureaux très digitaux, parce qu'on est présent, comme on le parlait avant, on a un deuxième campus en Allemagne, on est présent à Berlin avec 300 collaborateurs, par exemple, et on travaille énormément avec les équipes de Berlin. Il n'y a pas une ségrégation Doctolib France, Doctolib Allemagne, hein, c'est Doctolib au global, et pour faire un meeting avec des Allemands, si on n'a pas des salles qui sont prêtes pour cela, on ne peut pas échanger correctement. Donc c'est aussi une des forces de Doctolib, c'est d'avoir ce travail collaboratif, et ça nécessite d'avoir les moyens de le faire. Et à travers de ton expérience, donc tu gères aussi les bureaux de l'Allemagne, est-ce que tu vois des différences entre les deux pays dans le comportement, ou même là pendant la pandémie? Alors, il y a eu effectivement, l'Allemagne a pas eu les mêmes rythmes, on va dire calendaires, en termes d'ouverture, de fermeture, puisque c'est lié aux provinces en Allemagne. Donc effectivement, on n'a pas forcément été, on va dire, toujours synchronisé, mais on a appliqué les mêmes mesures, puisque pendant la période de reprise, nous on a travaillé énormément, par exemple avec la médecine du travail, les équipes People et les équipes de la médecine du travail, plus mes équipes, on travaillait beaucoup pour mettre en place toute la distanciation, comme tu le sais, les montées d'escalier, les descentes, mettre du gel partout, faire en sorte que quand quelqu'un s'installe à un bureau, il met un petit drapeau un petit drapeau occupé sur son bureau, pour que le soir, quand on récupère ce drapeau, qu'il y ait le ménage qui soit fait, ou pendant la journée, si quelqu'un s'est installé qu'une demi-journée, que la deuxième demi-journée, quelqu'un d'autre s'y installe pas pour faire de la prévention. Mais en fait, on a appliqué les mêmes principes France-Allemagne globalement sur les bureaux, donc à diminuer les capacités énormément au même moment, et on l'a fait aussi dans tous nos bureaux régionaux. Donc je dirais qu'il n'y a pas forcément, en dehors de la directive gouvernementale qui pouvait être un petit peu différente suivant les périodes, en tout cas on a essayé d'appliquer les mêmes principes pour faire de la prévention, plus que de suivre strictement, je veux dire, la loi. C'était vraiment beaucoup plus de prévention auprès des Doctolib. Si on parle un peu de culture et donc le télétravail qui a aussi un certain impact sur la culture, parce qu'on voit moins nos collaborateurs, nos collègues, qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que l'année dernière a eu un impact sur la culture, donc déjà peut-être sur les anciennes, mais aussi sur les nouveaux, parce que tu dis vous avez intégré beaucoup de gens, donc quand on intègre pendant un confinement, on ne peut pas se voir, on ne peut pas sentir, on ne peut pas vivre forcément la culture ou l'esprit physiquement. Après, on a entendu aussi à travers d'autres sociétés qui font malgré tout venir des équipes au moins pendant un certain temps, parce que c'est à travers des lieux ou dans les lieux qu'on imprègne aussi un peu les valeurs. Comment ça se passe chez Doctolib? Télétravail, culture, comment ça marche?
Alors, en fait, la culture, en fait, et l'appartenance à Doctolib est quelque chose d'assez présent chez nous. Beaucoup de valeurs qui sont partagées. Comment ça se passe? Déjà, la première chose, c'est qu'en fait, tout nouvel arrivant chez Doctolib est intégré dans ce qu'on appelle une Docto Academy. C'est on va dire, un circuit qui a été mis en place par nos équipes People avec, je pense, beaucoup de succès et une vraie et un vrai bénéfice pour les nouveaux collaborateurs, c'est de tout de suite comprendre et d'être intégré dans la société. Ça passe par quoi? C'est qu'en fait, ça dure à peu près 1 à 2 semaines, suivant les personnes, mais pendant 1 à 2 semaines, tout le monde arrive, l'arrivée dans le mois se fait le même jour, et pendant 1 à 2 semaines, les new joiners sont ensemble. Donc ça permet déjà qu'ils connaissent du monde. C'est une première bonne chose, c'est-à-dire pendant 2 semaines, ils sont entre new joiners. Comme il y a des new joiners venant de tous les services, finalement, ça leur permet d'avoir une intégration avec des personnes qu'ils n'auraient peut-être pas côtoyées immédiatement si ça n'avait pas été fait. Donc ça, je pense que c'est une première bonne initiative. La deuxième chose, c'est que on a notre CEO qui vient tous les mois passer 2 heures pour parler de Doctolib, pour expliquer ce que c'est que Doctolib et l'aventure Doctolib. Donc il participe et il est présent. Alors c'est en France, en Allemagne, ça va être fait par le managing director sur l'Allemagne. Si Stan est là-bas, il peut le faire aussi. Et ensuite, ils sont formés aux produits Doctolib. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment un parcours où ils vont savoir ce que Doctolib finalement fait et à quoi ressemble la solution Doctolib. Et ils vont passer aussi par tout ce qui est IT, ils vont être sensibilisés sur la data, ils vont être sensibilisés sur les différents métiers. Donc, on a une vraie intégration pendant 2 semaines avant de rejoindre finalement son service, où là, on va être, j'allais dire, un petit peu cocooné, mais en tout cas, toute l'intégration, elle passe par là. Après, tu me demandais ce qu'on a fait en sorte pour que ça se passe bien, on va dire. Moi, je peux te parler même pas au niveau de Doctolib, mais au niveau de mon service. Moi, j'ai intégré pendant la période Covid, c'est-à-dire entre mars et novembre, j'ai eu un responsable achat, un responsable travel et Carfleet, et j'ai eu des acheteurs qui m'ont rejoint et un analyste. Aujourd'hui, ils sont complètement intégrés. J'ai pas l'impression d'avoir moins de relations avec eux qu'avec des personnes qui seraient arrivées avant dans le service. Alors oui, on a mis des petites choses en place pour que ça se passe bien et on a un mode de management aussi chez Doctolib où les managers sont très près de leurs équipes puisqu'on voit les collaborateurs. Moi, je vois toutes les personnes qui travaillent avec moi 1 heure par semaine au minimum, mais en one-to-one où on revoit un peu le suivi, non pas que des actions, mais vraiment un petit peu plus global. On a pas mal de ce qu'on appelle des all-hands. Alors, il y en a un au niveau de la société, il y en a au niveau de chaque équipe, de chaque gros département, mais on en fait aussi au niveau de chaque équipe, ce qui permet de rester et de toujours avoir le même cap, c'est-à-dire de partager un peu quand même la même vision d'où on va et de se le rappeler suffisamment, parce que quand on est loin, comme tu le disais, le digital, c'est bien, mais ça remplace pas le rapport humain. On a mis en place des choses simples. Tu vois, tous les jours, moi, dans mon équipe, de 14h à 14h30, on a ce qu'on a appelé un coffee time, qui est un moment qui est facultatif, mais au travers de ce moment-là, on vient parler cinéma, musique, de la neige, de qui saura quand est-ce qu'on va avoir le vaccin, d'un peu tout. Il n'y a rien d'obligatoire. Et quand on peut, on vient sans aucune... et ça ne parle pas spécifiquement de travail, ça peut être l'occasion d'avoir un sujet, mais en tout cas, ça permet de se retrouver tous ensemble au moins 1 fois par jour, et quand on en a envie. Donc, on a le droit aussi de faire la tête et de ne pas venir, ce n'est pas interdit, il n'y a pas d'obligation. Donc ça, c'est la pause café ou la pause déjeuner qu'on pourrait avoir dans un des cafés en physique. Aujourd'hui, elle se fait en ligne et à travers, j'imagine, un Zoom. Oui, tout à fait. Exactement. Et après, si tu parlais d'intégration et comment on a vécu la période 2020, la première chose, c'est que je pense qu'on a eu une bienveillance de toutes les équipes. Enfin, Stanislas, notre CEO, toutes les 2 semaines, toutes les 2 ou 3 semaines, passer 1 heure pour
pour parler un peu de la société, redonner les dernières directives, pour rester au contact des gens. Les équipes people et tout ce qui est, on va dire, enjoy, ont mis en place pas mal de choses. Enfin, je pense, comme tu sais, on avait une salle de sport. Nous, où on met normalement dans nos bureaux, il y a des slots tous les jours pour faire du sport dans les bureaux qui sont organisés avec un coach. Et le problème, c'est qu'avec cette période, ça a été fermé, mais ça a été transformé en session digitale. Donc, il y avait des créneaux à 19h pour faire, je sais pas, du yoga, pilates, abdos fessiers en vidéo. Donc, ça permettait potentiellement de le faire avec des collègues. Donc, un côté un petit peu social et en même temps, de continuer à avoir une activité qui était fournie par Doctolib. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu la chance aussi d'avoir, on a accès à ce qu'on appelle DoctoCare, en fait, qui a été un programme où nos équipes ont accès à des psychologues. Par exemple, si jamais, c'est une période difficile, on a vraiment mis les moyens pour que les Doctolibers se sentent bien. Et puis après, il y a moi dans mon équipe, par exemple, on a organisé un team building en fin d'année. On a organisé un team building. Bon, c'est pas évident aujourd'hui de faire un apéro, de se retrouver, de partager. Donc, on s'est tous fait livrer chez nous une sorte de plateau avec un petit repas, un petit quelque chose. Et puis, on s'est fait un petit karaoké ou un petit blind test pour célébrer un petit peu ensemble les belles réussites de l'année. Donc, il y a eu beaucoup d'initiatives faites par l'équipe People qui ont fait que on a quand même eu, je pense, un très gros soutien de la société envers tout le monde. Alors après, ça suffira jamais, mais on continue là-dedans. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est que tous les jours, une fois par semaine, en fait, les Doctolibers ont l'occasion de venir sur site. Alors c'est optionnel, bien entendu, mais ça permet. Alors c'est organisé par équipe, on maintient bien entendu tout ce qui est distanciation, tout ce qui est mesures préventives, mais ça permet d'avoir 10-15% du site avec un peu d'activité où ils peuvent se retrouver, faire certaines réunions, se revoir, et je pense que ça aide énormément à la fluidité de la semaine. Et les gens viennent? Et écoute, moi, on est mardi, c'est mon équipe aujourd'hui. J'ai une équipe d'un peu plus de 10 personnes. Aujourd'hui, on était 7. L'avantage qu'on a, c'est que comme on profite de potentiellement 12 000 mètres carrés, qui est normalement pour 900 personnes, on a 12 000 mètres carrés pour une centaine de personnes. 150 personnes, donc on peut se mettre très large un peu partout et on profite un petit peu de tous les espaces. Ok, donc finalement, vous avez fait au mieux et tu sens pas une dégradation de la culture ou de l'appartenance. La culture, elle est là, elle fonctionne, elle est vivante, même si évidemment il manque le lien physique, social, mais ça fonctionne quand même. Effectivement, c'est que l'avantage, c'est que Doctolib est aujourd'hui, comme tu sais, ça a été avec la téléconsultation en mars, avec un gros pic d'activité. Là, il y a la vaccination aussi qui a un gros pic d'activité, et on est ravis de participer en fait à l'effort finalement un peu collectif autour du Covid. Du fait de cette grosse activité, forcément, on voit moins peut-être les travers, et en tout cas, on garde plus de cohésion parce qu'il y a une grosse activité. Il y a aussi les gens ont vraiment envie de faire pour que ça se passe bien, quoi. Et on sent qu'il y a peut-être une certaine fierté et peut-être aussi une gratitude que tu puisses sentir parce que tu peux participer à la résolution de problèmes qui concernent tout le monde aujourd'hui. On joue un certain rôle. En tout cas, on a l'impression de participer à quelque chose, effectivement. Voilà, magnifique. Donc, qu'est-ce qui t'a chanté pendant le karaoké? Non, je chante pas. Moi, j'ai fait que le blind test, et je me suis posé en maître de cérémonie parce qu'en fait, c'est beaucoup plus simple. Comme j'étais incapable de trouver les chansons qui m'auraient. Un petit Aznavour ou Frank Sinatra. Ça aurait été plutôt Julien Doré, mais bon, après, c'est chacun ses choix. Ok, magnifique. Est-ce que tu as des recommandations, parce qu'il y a aussi pas mal d'entreprises qui nous écoutent qui souhaitent
reproduire la même croissance que vous avez fait et que vous êtes en train de faire encore. Concernant l'aménagement, le déménagement, comment prévoir, gérer les sujets immobiliers? Est-ce que tu as quelque chose que tu dis, OK, ça j'ai appris, il faut le faire ou il ne faut pas faire? Je pense que c'est très difficile de donner des conseils. Je pense qu'il y a une chose qui est sûre et sur l'immobilier en ce moment qui est très important, c'est effectivement l'optimisation des espaces. C'est-à-dire que finalement, on essaie de transformer les bureaux pour que on mette au mieux sa venue au bureau à profit. Je pense que l'aspect dynamique du bureau est très important. C'est-à-dire avoir la tendance aujourd'hui, c'est de parler d'activity-based working. Comme tu le sais, je suis pas tout jeune, donc ça n'a pas été forcément ma culture initialement. Mais le fait de multiplier les façons de travailler dans les bureaux, je pense que ça participe beaucoup à la dynamique dans les équipes. Alors, quand on n'est pas au travail, le fait d'avoir toutes ces petites routines, de se rencontrer tous les jours, d'instaurer un climat un petit peu bienveillant, c'est non seulement nécessaire, mais c'est indispensable, mais c'est pas parce que c'est indispensable que c'est bien. C'est indispensable parce que je comprends que c'est difficile d'être de chez soi tous les jours. Et quand on vient, du coup, il faut vraiment qu'on le mette à profit et il ne faut pas que nos bureaux soient trop statiques. Et si on arrive à orienter nos bureaux un peu plus dynamiquement avec des espaces vraiment dédiés pour certaines activités de la journée, plutôt que d'être à son bureau, je pense que c'est une bonne pratique. Et alors pour le coup, en termes d'immobilier, ça a un vrai intérêt. Pourquoi? Parce que si on peut éviter de multiplier les bureaux et les surfaces, forcément, c'est un gain pour la société. Et surtout, ça permet au même endroit de pouvoir fédérer plus de personnes. C'est pas un gain de mètres carrés, c'est plus l'idée de dire finalement on exploite mieux un site et on a plus de monde capable finalement de se retrouver sur site plutôt que d'en ouvrir un autre et de se retrouver j'allais dire, avec des équipes séparées. Nous, on a fait le choix d'avoir Paris est très important, comme tu le sais, on a ouvert Nantes il y a quelques mois maintenant. On va évoluer jusqu'à 400, 500, 600 personnes à Nantes, on l'espère. On a Berlin aussi. Mais il faut essayer de garder quand même une cohérence dans les équipes sur des gros sites où justement on peut avoir cette culture et du coup le maintien du plaisir de venir. Est-ce qu'on peut dire que peut-être la pandémie a accéléré une tendance que le sujet bureau est devenu plus sexy et plus au cœur de la stratégie, de la culture, même si tu veux, le métier aussi du real estate director ou directeur immobilier, en fait, a gagné en importance pour réussir. Ponctuellement déjà, on a été très sollicité effectivement pour mettre en place des bureaux qui puissent recevoir les employés quand on le pouvait. J'ose pas te parler de la mécanique d'un restaurant d'entreprise quand un jour tu l'ouvres, un jour tu le fermes avec des jauges. C'est un peu compliqué, mais donc on a vu qu'il y avait je pense qu'il y a eu une vraie reconnaissance de ce métier-là. Dans une société comme Doctolib, je pense que la reconnaissance existait. Pourquoi? Parce qu'avec la croissance ou l'hypercroissance, c'était déjà un sujet d'actualité, c'est-à-dire que qu'il y ait pandémie ou pas, le problème c'est comment on fait l'année prochaine. Et quand on a commencé le projet, moi en 2019 du bureau, on est parti sur, on prend 8000 m², puis finalement on a atterri à 12. On se dit c'est pas grave, on aura un peu trop puis finalement on n'a jamais trop parce que ça va vite. On a pris 3000 m² en Allemagne, c'est pareil, finalement c'est jamais trop. Et là aujourd'hui, le rôle du directeur immobilier en relation avec le workplace, c'est d'optimiser ces espaces, quoi. Et comme on sait que les gens viennent un petit peu moins en ce moment, faut qu'ils aient envie de venir, parce qu'on prend vite, certaines personnes prennent peut-être vite goût en fait de pas forcément être au travail. Ça a aussi un confort, mais il faut aussi donner au bureau une dynamique pour qu'ils reviennent. Donc oui, je pense que ça a beaucoup impacté, mais je pense qu'on n'en est qu'au début. Parce que finalement, ce qui se passe aujourd'hui, les bureaux restent quand même malgré tout, je pense, dans toutes les sociétés sous-utilisés.
Et on va s'en rendre compte, j'espère que dans 3 mois, je vais avoir beaucoup de problèmes avec l'immobilier parce qu'on doit trouver des solutions. Il faut ouvrir plus de créneaux de vaccination. Voilà. Je ne rentrerai pas dans le débat, Franck, de la vaccination. Doctolib est prêt à aider à mettre en place tous les centres, je crois. Voilà. Merci Fred, c'était un plaisir. Bonne chance et j'espère que bientôt physiquement. Merci à toi. Et puis j'espère qu'on aura l'occasion de pouvoir se retrouver sur une terrasse un jour, parce que ça fait quand même partie aussi, j'allais dire, des relations normales. Et en tout cas, je souhaite à tout le monde une excellente année 2021 immobilière, parce que je pense qu'on n'est qu'au début de nos complexités. Merci Fred. Merci à toi, Franck. Ciao.